Bonsoir et bienvenue dans Univers Médecin, l'émission mensuelle de la CSMF. Une émission importante, à double titre ce soir, parce que nous allons aborder la réforme des retraites lancée par le gouvernement et qui aura des impacts pour les médecins, et parce que nous recevons ce soir Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites, c'est-à-dire le maître d'œuvre du passage à un système universel qui remplacera à terme les 42 régimes différents qui existent aujourd'hui. Bonsoir Jean-Paul Delevoye. Bonsoir M. Ortiz. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir et un honneur. Comment la mise en place progressive de ce système de retraite universel va changer la donne pour les médecins libéraux qui ont aujourd'hui leur propre régime de retraite? Quelles seront les conséquences sur la durée d'activité, sur le montant des cotisations et au final, sur les pensions dont bénéficieront les médecins après la fin de leur carrière, sont des questions que tous se posent aujourd'hui et sur lesquelles, avec vous, Jean-Paul Delevoye, et avec le docteur Yves Decalf, bonsoir. Il est président du syndicat des médecins concernés par la retraite. Nous allons tenter de faire le point. Nous rappellerons bien sûr notre position sur ce dossier avec des arguments que vous entendrez, nous l'espérons. Jean-Paul Delevoye, avant de rendre vos premières conclusions d'ici quelques semaines, et avant que cette réforme soit discutée au Parlement, et nous allons, avant de lancer ce thème, faire comme chaque mois dans Univers Médecin, un tour rapide des actualités principales du monde de la santé. D'abord, un point sur l'avenant 7, relative aux aides à l'embauche des assistants médicaux, dont la mission sera de redonner du temps médical aux médecins. À l'issue d'une longue négociation, la CSMF a décidé de signer cet avenant car il est l'occasion d'accompagner une mutation du cabinet médical vers un exercice regroupé, coordonné et renforcé. Nous sommes opposés à la mise en place d'un seul modèle de coordination comme les MSP ou les CPTS, souhaitant que la coordination soit vue au sens large. L'aide que la CNAM a proposée dans le cadre de ses contrats facultatifs et individuels est une aide à l'embauche qui doit amener le médecin à se placer dans un modèle entrepreneurial, car c'est bien cette entreprise médicale libérale que nous voulons promouvoir. Chaque médecin devra analyser et si l'augmentation du nombre de patients pris en charge, une demande de la CSMF, de la CNAM, pour apporter son aide, est un objectif réalisable et compatible avec la qualité des soins et sa vision de l'organisation du métier. À noter que la CNAM a fait un premier pas en admettant une ouverture vers le modèle d'un assistant par médecin dans les zones sous-denses, ce modèle d'un assistant par médecin restant la cible pour la CSMF. Autre sujet au cœur de l'actualité, la crise des urgences, avec de nombreux mouvements sociaux qui touchent une centaine de services d'urgence dans les hôpitaux publics. Au cours d'une réunion organisée par la ministre Agnès Buzyn, afin d'envisager des solutions, j'ai eu l'occasion de rappeler le rôle de la médecine libérale dans la prise en charge des urgences et des soins non programmés, même si elle n'y a pas été encouragée et que ses efforts n'ont pas été soutenus. Parmi les solutions à mettre en œuvre pour sortir de cette crise, il y aurait la possibilité de solliciter davantage les hôpitaux privés et les cliniques dont il faut rappeler les performances, la qualité de l'organisation et aussi s'appuyer sur des expérimentations très pertinentes qui se déroulent sur le terrain, comme à Metz ou Strasbourg, pour organiser la prise en charge des soins non programmés et qui prévoit une majoration des actes médicaux. De la même façon, il faut soutenir la régulation libérale lorsqu'elle existe en journée et l'organiser autant que possible dans les tranches horaires qui sont les plus difficiles pour les urgences hospitalières. Nous ne comprenons pas le retard que le gouvernement prend à mettre en place un numéro d'appel unique pour la ville, le 116-117, afin d'identifier clairement la réponse aux urgences ressenties par la population et qui peuvent être prises en charge par la ville. Enfin, il faut revoir la permanence des soins ambulatoires en favorisant la participation des médecins libéraux, en particulier par la défiscalisation. Puis il faut innover en multipliant les unités de prise en charge des soins non programmés dans des structures où les médecins sont regroupés, ces prises en charge s'accompagnant d'un financement
qui serait bien moins coûteux qu'un passage aux urgences hospitalières. Revenons maintenant au sujet principal de cette émission, l'avenir de la retraite des médecins, dans le cadre d'une réforme qui souhaite mettre en place un régime universel de retraite en substitution aux plus de 40 régimes existants. D'abord, Jean-Paul Delevoye, encore merci de participer à notre émission. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi le gouvernement a choisi de lancer cette réforme? Il y a déjà eu de nombreuses réformes des retraites, il n'y a pas si longtemps. Pourquoi relancer ce chantier? D'abord, M. Ortiz, merci de votre invitation et merci de cet échange, y compris en présence de M. Yves Decalf. Vous avez raison, depuis 1993, et toujours dans une ambiance un peu anxiogène. Vous savez, si on ne fait pas la réforme, le système est malade, etc. Vous avez vu que là, ce n'est pas du tout cela. Il s'agit d'un projet de société qui est extrêmement différent de toutes les réformes précédentes. Les gouvernements plutôt de droite, pour équilibrer le système, avaient utilisé ou ont utilisé la mesure dite d'âge. On recule l'âge, la dernière étant la réforme dite Woerth de 60 à 62 ans. Et on voit bien tous les discours aujourd'hui qui consistent à dire « ne vous inquiétez pas, portez ça à 65 ans et le problème est réglé ». Vous n'allez pas le faire, vous? C'est réglé sur le plan budgétaire, ça fait que déplacer le problème. Les gouvernements dits de gauche n'utilisent pas la mesure d'âge, mais utilisent la mesure dite de durée de cotisation. C'est la dernière réforme de Marisol Touraine qui porte à 43 ans de cotisation pour les générations 73. Et l'on voit bien que tout cela passe à côté de l'essentiel. Si on revient et si on réembarque un peu l'histoire, en 1945, droits universels de l'homme, et les communistes et les gaullistes estiment que, puisque les droits de l'homme sont universels, il serait intéressant de mettre un régime universel de retraite. Et là, l'universalité et la solidarité professionnelle ont été cœur de tous les débats politiques depuis, je dirais, quasiment le Moyen-Âge. La CGT, d'ailleurs, faisait des syndicats de profession, pas du tout de salariés. Et immédiatement, les cadres s'y sont opposés, les syndicats s'y sont opposés, les indépendants, les agriculteurs ont dit non, non, nous sommes très nombreux, on paye peu de cotisations et donc pas du tout question que l'on aille dans ce régime universel. Résultat, 42 caisses de retraite correspondant globalement à des catégories professionnelles. Dans un moment où, et vous l'évoquez dans toutes vos évolutions, l'avenir est complètement incertain. Personne ne peut dire ce que sera la croissance économique, l'impact de l'intelligence artificielle sur les professions du droit, les professions de la santé, l'évolution des structures juridiques. Vous parlez là de l'entreprise médicale libérale, mais l'on voit bien, est-ce que demain on sera salarié, on sera libéraux, on aura des entités juridiques qui vont regrouper plusieurs professions, enfin plusieurs spécificités. Dans un avenir complètement incertain, et l'on voit bien d'ailleurs que l'inquiétude du futur nécessite que nous réfléchissions à nos structures d'accompagnement de nos moments de fragilité, maladie, handicap, vieillesse. Et là, on a deux réponses, le système anglo-saxon, système assurantiel, auquel nous ne croyons pas du tout, ou un système de se dire, est-ce qu'on doit reposer l'avenir des retraites sur des solidarités professionnelles, au moment où toutes les professions peuvent évoluer, au moment où les parcours professionnels sont de plus en plus divers. Aujourd'hui, c'est 3 caisses de retraite, mais demain, et en tant que médecin, vous passez à l'hôpital, vous êtes dans une clinique privée, vous êtes libéral, vous êtes spécialiste, vous cumulez les caisses. Là, on décide d'accompagner les parcours professionnels avec quelque chose de relativement simple. Vous avez des revenus, vous acquérez des points, et dans le régime universel, vous additionnez tous les ans vos points et à un moment donné, vous décidez de partir ou pas à la retraite en fonction de l'arbitrage personnel sur la durée de votre retraite et le niveau de votre pension. Donc les choses sont très claires et on embarque derrière un régime de solidarité important. Et l'on voit bien que ce que nous voulons faire, c'est de faire en sorte que les mêmes règles soient applicables pour tous. Nous traitons la totalité des 42 régimes, les parlementaires compris, et les régimes spéciaux compris, de façon à ce que nous répondions à 2 très grandes demandes d'équité. Est-ce que la retraite sera le fruit de mon travail ? Et est-ce que mes règles de calcul de ma retraite seront identiques à celles de mon voisin ? Et est-ce qu'il n'y aura pas demain l'impression pour moi de payer des impôts pour des gens qui seraient plus privilégiés ? Et donc on voit bien que c'est un acte de renforcement de la cohésion générationnelle. Nous allons revenir sur ces aspects-là.
En gros, cette réforme de la retraite universelle se mettrait en place à quelle date et elle concernerait quelle génération de médecins, mais j'imagine de Français en général, dans le cadre de la mise en place de cette retraite universelle? Alors le calendrier, il n'est pas stabilisé. Ce qui est certain, c'est que je dois remettre mes recommandations autour de la mi-juillet, du 14 juillet. À partir de ces recommandations, s'engagera une deuxième phase. Vous savez que ça fait 1 an et demi que nous discutons avec les syndicats, les journalistes, les citoyens et les parlementaires. Et d'ailleurs, je vous remercie pour la qualité des échanges avec vos équipes. Une fois que nous aurons remis nos recommandations au Premier ministre, s'engagera le temps de la préparation de la loi, dont on estime que le Conseil des ministres qui devrait entériner cette loi, c'est octobre-novembre. Puis ensuite, la loi devrait être discutée janvier-février ou mars-avril, selon qu'elle sera avant ou après les municipales. Donc voilà le calendrier qui s'annonce. Quelles sont les générations concernées? Les retraités ne sont pas concernés. Aucun retraité ne sera concerné. Aucun retraité ne sera concerné. Et vous garantissez les droits acquis et les retraites actuelles des retraités Absolument. qui sont aujourd'hui à la retraite. Absolument. C'est quelque chose de tout à fait essentiel. C'est important, ça. C'est important parce qu'il y a eu à un moment donné un petit débat sur les reversions. Pas du tout. Les personnes qui sont actuellement retraitées sont préservées dans leurs droits. De même que celles et ceux qui ont acquis des droits au cours de leur profession, nous garantirons 100% des droits acquis. C'est une donnée fondamentale. Nous estimons que si la loi est votée, il convient de respecter une neutralisation de 5 années, pendant lequel, même chose, il n'y aura pas de mise en place du nouveau système. Et ensuite, nous devons réfléchir avec quelle est la durée de transition, parce que l'on voit bien que vous évoquiez dans votre question tout à l'heure comment on passe de 42 régimes à un régime universel qui ne veut pas dire régime unique. On a absolument besoin d'une durée adaptée aux réalités de la caisse concernée. Est-ce que c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Donc un des messages, c'est surtout, soyons apaisés. La loi étant votée, il y a 5 ans pendant lesquels on a la capacité de pouvoir conforter les arguments pour partir ou ne pas partir à la retraite et dans quelles conditions. Deuxième élément, l'ancien système portera son ombre portée pendant 15 ou 20 ans. Ce qui veut dire, Jean-Paul Delevoye, que les choses soient précises pour nos téléspectateurs. Si je prends ma retraite entre aujourd'hui et les 5 années à venir, rien ne changera pour moi. Absolument. Et si vous la prenez 2 ans, 3 ans, 4 ans après la mise en place du nouveau système, si votre durée de cotisation, mettons, c'est 42 ans, vous aurez 39 42e de l'ancien système qui portera sur le calcul de votre retraite et 3 42e. Donc vous voyez que la transition se fera avec un basculement ou une évolution tranquille pendant 15 ou 20 ans, avant que les données du nouveau système puissent réellement impacter. Et donc ce qui est important, c'est la question que vous vous êtes posée, c'est quid de mes droits, quid de mon niveau de retraite, quid de mon niveau de cotisation. Et ce sont des questions légitimes auxquelles nous devons de vous répondre. Yves Decalf, est-ce que vous pouvez, en quelques mots simples, nous expliquer aujourd'hui de quoi est constituée la retraite du médecin libéral? D'abord, elle est constituée de 3 régimes, mais c'est une retraite par points. Et là, on rejoint le projet de M. Delevoye. Donc une retraite par points en 3 régimes. Alors un régime de base, qui est commun aux professions libérales, un régime complémentaire spécifique pour les médecins, et un régime ASV qui est une autre spécificité des médecins, avec dans ce régime ASV un historique de conventionnement avec les caisses d'assurance maladie et auquel on est très attaché. Alors le poids de chaque régime dans la pension, c'est 21% en régime de base, 44% en régime complémentaire et 35% en régime ASV. Donc ça, vous avez le poids des 3 régimes. Ce qui est important, c'est que contrairement aux salariés, vous remarquerez qu'il y a 80% de la retraite du médecin qui dépend de 2 régimes, le régime complémentaire et l'ASV. Alors que le régime de base, qui est un régime qui s'est, au fil du temps, dirons-nous, intégré dans les régimes de base généraux, ne comporte que 20%. D'où un problème quand même très spécifique aux médecins
qui n'existe pas dans d'autres catégories comme les salariés, et ce qui explique un petit peu les interrogations et même les peurs que suscitent parfois les projets qu'on ne connaît pas encore, puisqu'on les aura, vous avez dit, après le 14 juillet. Donc tout ça, ça forme un ensemble qui, effectivement, les médecins ne sont pas contre un régime de base solidaire, mais les médecins sont inquiets sur le devenir du complémentaire et surtout aussi de l'ASV. Jean-Paul Delevoye, ça me semble très important pour notre profession. Nous sommes très attachés à notre régime spécifique de retraite, avec ces deux aspects propres aux médecins libéraux, avec cette caisse autonome et cet avantage conventionnel qui fait partie de la convention et qui est lié au respect des règles tarifaires. C'est quelque part un honoraire différé. Comment ces éléments-là seront ou ne seront pas intégrés dans la retraite universelle? Alors, ce qui est important, c'est qu'en réalité, le régime universel vous offre la signature de toute la nation pour vous soutenir dans l'évolution de vos professions. Si le nombre de salariés augmente, si vos professions changent, donc c'est une garantie supplémentaire. Est-ce que cette garantie universelle permet de garder vos spécificités? Et notamment sur ce que vous disiez sur l'ASV, qui s'appelle maintenant PSV, mais qui représente pas loin de 30% du niveau des retraites. En réalité, et je parle sous votre contrôle, c'est une convention entre les caisses d'assurance maladie, les médecins qui restent en secteur 1, et en contrepartie de la maîtrise des honoraires, les caisses estiment qu'elles doivent prendre en charge une partie importante des cotisations. 2 tiers chez les médecins. Vous garantissant un niveau de retraite. Comme il s'agit d'une convention, nous embarquerons dans le régime universel la convention telle que vous la contractualisez avec les caisses. Si demain elle doit évoluer dans un sens ou dans un autre, nous n'avons pas de jugement à porter. Nous avons simplement qu'à intégrer cette contractualisation dans les termes auxquels vous serez parvenus. Et donc, il n'y a aucune difficulté pour nous. Ça fait partie des choses qui sont, je dirais, respectueux des engagements qu'ont pris les médecins et les caisses. Techniquement, c'est un petit peu plus compliqué que ça, si je comprends bien, parce que la participation des caisses dans la prise en charge de nos cotisations sur ce fameux régime ASV, on dit toujours ASV parce que c'est comme ça qu'on le connaît, elle a varié au fil du temps. Oui. Il y a eu des cotisations d'ajustement et nous nous sommes battus, y compris avec la ministre précédente, lors de la négociation de la convention, pour que la caisse d'assurance maladie continue à prendre à hauteur de 2 tiers nos cotisations, y compris sur cette cotisation d'ajustement. Donc on voit bien qu'il y a des évolutions dont il faudra tenir compte. Mais le système que nous mettons est justement est un système qui doit s'adapter à toutes les évolutions. Et donc, bien évidemment, la convention que vous avez nouée, il faut la revisiter. Ça ne nous concerne pas. C'est une relation entre vous et les caisses. Et bien évidemment, l'évolution des métiers, l'évolution des professions, l'évolution même des problèmes de santé ou des pathologies fait que demain, vous allez peut-être à chaque fois faire évoluer les termes en fonction des intérêts des uns et des autres. Et donc, cette évolution est parfaitement compatible avec la capacité de pouvoir intégrer dans le régime universel, c'est un élément qui ne pose aucune difficulté pour son intégration. Nous prenons l'engagement d'ailleurs de respecter scrupuleusement les termes de votre contractualisation pour les embarquer dans les critères d'analyse. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais cet aspect nous inquiète beaucoup, le côté conventionnel, mais aussi la spécificité de notre caisse autonome. Bien sûr. Et ça va renvoyer au problème de gouvernance sur lequel on reviendra tout à l'heure, parce que les médecins ont vraiment le sentiment qu'ils vont être noyés dans un énorme machin, la retraite universelle, où ils auront peu de mots à dire. Mais je vais y revenir. Évidemment, cela génère chez les médecins, jeunes ou moins jeunes, des questions importantes. Nous sommes allés rencontrer le docteur Aurélia Guéprat, médecin généraliste à Boissy-Saint-Léger, dans le Val-de-Marne, qui exerce depuis une dizaine d'années. Un reportage d'Adrien Claveau. J'ai commencé à exercer en tant qu'interne donc à l'hôpital à partir de 26 ans. Et puis après, j'ai eu ma thèse fin 2008. Et j'ai commencé après à travailler en tant que remplaçante dans des cabinets de groupe du secteur. Partir à la retraite, je pense que l'âge de 65 ans max, ce sera un bel âge, mais je crois que malheureusement, ce sera pour après. Je pense que pour toucher un taux plein, ce sera certainement vers 67 ans.
Et peut-être au-delà en fonction des différentes lois qui auront été votées d'ici là. C'est vrai que nous commençons la vie professionnelle un petit peu plus tard que la moyenne puisque nous avons de longues études. Donc il est logique que nous ayons une pension qui soit un petit peu moindre après. Alors ce changement d'aligner la retraite des médecins à celle de toutes les autres, nous craignons, enfin moi personnellement plutôt, je crains que toute cotisation risque d'être modifiée avec la nouvelle loi sur le régime universel. La CARM, c'est vraiment un système de caisse qui est très important pour les médecins et c'est vrai que si on y touche, du coup, je pense que ça va avoir un impact sur notre pension définitive. Alors, la question qu'on se pose, c'est qui va gérer cette caisse, la CARM, si on touche du coup à la pension de base? Est-ce que ça va être l'État? Est-ce que ça va être géré par les médecins? Voilà. Est-ce qu'il va y avoir des changements au niveau de la gestion de cette caisse ou est-ce que ça va rester en l'état comme actuellement? Lors de mon départ à la retraite, j'ai peur de toucher moins de 50% de mes revenus actuels. Je sais que les anciens nous conseillent, dès qu'on commence à travailler à son compte, de prévoir la retraite, de l'anticiper, notamment en mettant en place des plans épargne retraite en loi Madelin, en investissant dans l'immobilier. Il faut vraiment essayer de diversifier le plus possible afin de compléter cette retraite qui sera pas du tout... qui ne correspondra plus du tout à nos revenus actuels. Alors j'envisage effectivement de continuer en faisant le cumul emploi-retraite si malheureusement la pension de base avec les modifications liées à la loi du régime universel ne me sont pas favorables. La vente du cabinet peut être effectivement un complément quand on part à la retraite, mais je sais que j'ai d'autres confrères qui sont partis à la retraite et qui n'arrivent pas à trouver de médecins pour prendre la suite. J'espère que d'ici là, la démographie médicale aura un petit peu changé. Là, c'est sûr que si je devais partir cette année ou dans les 5 prochaines années, je ne suis pas sûre qu'ils trouveraient. Oui. On voit bien à travers ce que dit ce jeune médecin que de vraies interrogations existent à propos des effets de cette réforme. D'abord, pour répondre au docteur Guéprat, qui va gérer le régime de retraite des médecins? Alors, le régime universel, dès la loi votée, nous mettra en place une institution qui aura pour but de pouvoir mettre en cohérence les systèmes informatiques, les services à rendre aux retraités d'information, d'accompagnement, etc., etc. Nous aurons ensuite à respecter la totalité des caisses, en réalité. Nous avons besoin de toutes les caisses pour pouvoir poursuivre le parcours individuel. Chaque caisse connaît mieux que quiconque le parcours de chacun. Et il y aura donc des chemins de convergence, des chemins de transition. Et dans la gouvernance, nous voulons un juste équilibre entre l'État, le Parlement et les représentants. Et dans les représentants, nous souhaitons un conseil d'administration extrêmement restreint, d'une 30aine de membres, dans lequel il faudra que chaque personne puisse avoir sa représentativité, salariés, employeurs, libéraux. Dans ce que vous êtes déjà en train de mettre en place, quelquefois un Conseil national des professions libérales ou quelque chose comme ça, adossé avec une assemblée générale d'ailleurs dans lequel chaque profession pourrait être représentée, exprimée, etc. Le deuxième élément, vous avez un élément sur les réserves. Nous souhaitons aussi avoir un fonds périmétré des réserves dans lequel le regard de celles et ceux qui les ont constituées sera extrêmement puissant. C'est extrêmement important pour éviter le procès de dire « Ah, ben on a constitué des réserves, on veut nous les prendre pour éponger les déficits ». C'est un argument qui est totalement faux, mais il faut permettre à chacun de vérifier ce que l'on dit. Et donc nous ferons en sorte, comme saint Thomas, de pouvoir offrir à chacun de vérifier les propos et les engagements que nous tenons. Ce point sur les réserves que vous abordez est pour nous extrêmement important. La Caisse autonome des médecins a aujourd'hui des réserves qui sont d'un niveau important. 6 milliards, soit 5 ans de prestations. Absolument. Vu la population que cela constitue. Bien sûr. On ne peut pas en dire autant d'autres régimes, et je ne parlerai pas uniquement des régimes spéciaux. On nous avait dit, vos collaborateurs, lorsqu'on a commencé à les rencontrer, il y a des cigales et des fourmis, il est hors de question que les fourmis paient pour les cigales. J'ai entendu ça avec beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, que vont devenir les réserves
que les médecins ont constituées. Nous sommes très attachés à l'idée que cela correspond à des réserves constituées par des générations de médecins, et cela doit revenir obligatoirement aux médecins. Alors les réserves sont constituées pour plusieurs raisons, pour faire face aux aléas démographiques, la jeune médecin l'évoquait, mais aussi aux conjonctures économiques et aux droits acquis du passé. Et d'ailleurs, quand on parle du niveau des réserves, c'est 6 milliards pour votre caisse, c'est 160 milliards globalement pour la totalité des caisses, 70 milliards pour Agirc Arrco. Il faut adosser cela aux droits acquis. Si vous prenez les 70 milliards d'Agirc Arrco, il y a 60 milliards de droits, donc la réserve nette, c'est 10 milliards. L'idée qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que, embarquant la totalité des engagements, parce que ce qui est important, c'est que les réserves sont constituées pour pouvoir respecter les engagements qui ont été pris par rapport à celles et ceux qui les ont constitués en termes de droits. Le régime universel prenant à sa charge la totalité des droits acquis et des droits futurs tels qu'ils ont été constitués, il n'est pas choquant qu'il puisse aussi avoir dans un fonds périmétré les réserves qui avaient été constituées pour cela. La question, c'est comment éviter et comment répondre aux soupçons qui consistent à dire est-ce que les réserves peuvent servir à l'État de compenser des déficits et aux libéraux de financer... Non mais attendez, cette question, elle est légitime. Et on a toutes les réponses à cela. D'abord, il va falloir nous convaincre. Oui, non, mais attendez, je vais vous dire, tout dépend de votre capacité d'écoute et de la force de nos arguments. On a une grande capacité d'écoute et d'analyse. Non, mais je veux dire que nous serons extrêmement vigilants. Mais je suis totalement d'accord et je ferai appel à votre vigilance. Et on fera en sorte que vous puissiez avoir dans la gouvernance la capacité de vérifier si les engagements que nous prenons sont tenus. Qu'est-ce qui est important là, en réalité ? On est dans ce que j'évoquais tout à l'heure, le débat de 45. Je ne crois qu'à ma solidarité entre mes confrères. Je ne crois pas à la solidarité de la nation à mon endroit. C'est un éternel débat. Et en tant que médecin, vous l'évoquez vous-même, et c'est un débat que nous entendons dans le corps médical depuis très longtemps, si je suis embarqué dans un système général, je vais disparaître et ma spécificité ne sera plus prise en compte. Ça nous inquiète. Et c'est là où il faut qu'on trouve un nouveau deal entre les libéraux que vous êtes et qui, en même temps, parce qu'ils servent une politique de santé publique, ont des revenus tirés de la sécurité sociale. Et donc, vous avez en même temps des agents de service public au service de la nation, et en même temps, vous souhaitez réserver votre liberté. Eh bien, on vous propose, en plus de cet engagement du service de la nation, d'avoir la solidarité de la nation qui puisse tenir compte de vos spécificités. Donc, on vous apporte plus de solidité, plus de capacité d'évolution dans vos métiers. C'est-à-dire que si demain, en tant que médecin, ce n'est pas la nature juridique qui va fragiliser ou augmenter la qualité de vos prestations. Si je vous suis bien, Jean-Paul Delevoye, ça veut dire que si demain, il y a beaucoup moins de médecins libéraux et beaucoup plus de médecins salariés, votre raisonnement consiste à dire que ça n'aura pas d'impact sur le niveau des retraites. Ça n'a aucun impact sur le niveau des retraites. Universel, de la retraite universelle. Absolument. Et vous avez 1000 fois raison. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, les agriculteurs, par un bouleversement démographique, sont pris en charge à 85% par l'impôt. Demain, ce qui est important, c'est de vous laisser la liberté de choix de votre statut. Et non pas par rapport à la retraite. La retraite sera dans un régime universel identique. Quel que soit votre statut, c'est simplement votre revenu qui permettra d'acquérir des points qui vous donnera des droits à la retraite. Et donc c'est ça qui est important. Et quelle que soit même l'évolution de vos métiers, on verra apparaître, j'en suis convaincu, de nouvelles façons. Moi, quand je vois l'impact des capitaux qui rentrent dans les laboratoires de médecine, dans les cabinets de radiologie, je vois des fusions, je vois ce que vous évoquiez tout à l'heure, et j'étais sensible à votre argument d'entreprise médicale libérale. On voit bien que la relation entre spécialistes, généralistes, tout ça, hôpital aussi, ça va. La médecine à domicile, enfin, les il y a statuts mixtes, les temps partagés, etc. Eh bien, vous n'auriez plus à vous préoccuper de savoir si on modifie le geste d'intervention d'une infirmière qui devient dans le parti médical ou d'un médecin, vous n'aurez plus à vous modifier, est-ce que c'est dans la caisse ou pas dans la caisse. Le périmètre d'intervention, l'évolution de vos statuts, quelle que soit la variété, la polymorphie, la variété de votre parcours, un seul régime, un seul calcul de points, un seul niveau de retraite. Avançons sur des points qui peuvent paraître techniques, mais qui intéressent beaucoup les médecins. La retraite universelle, quel va en être son périmètre et quel va être le taux de cotisation pour les médecins libéraux ? D'abord, je rends hommage
aux gestionnaires des caisses des médecins, parce que vous êtes sur un taux de rendement qui est proche de celui que nous voulons embarquer au régime universel, 5,5. Vous êtes à des taux de cotisation qui sont supérieurs à ceux que nous voulons mettre dans le régime universel, puisque nous souhaitons à peu près arriver pour les régimes salariés à 28,12. Vous êtes au-delà, jusqu'à impasse. Et nous embarquons... Excusez-moi, Jean-Paul Delevoye. Jusqu'à 40 000 euros par an. Plafond annuel de la sécurité sociale. Vous avez 1000 fois raison. Et le régime universel va jusqu'à 120 000 euros de revenus par an. Autrement dit, la décision de couvrir jusqu'à 120 000 euros, c'est une décision que vous allez proposer, qui est arrêtée aujourd'hui ? Oui, c'est une position que nous avons arrêtée, qui fera partie de nos recommandations. Ça correspond à 99% des salariés du privé et du public. Du privé et du public. Et il y a vous savez que ce n'est pas notre position, Jean-Paul Delevoye. Nous avons souhaité absolument laisser une partie de la retraite du médecin de façon autonome par le biais de notre caisse de retraite autonome. Et depuis le départ, nous avons souhaité que cette partie de périmètre de la retraite universelle couvre un pass d'une façon générale, ce qui fait 85% à peu près des salariés et des professions libérales, et que ça n'aille pas au-delà, de façon à garder une certaine autonomie. Alors c'est tout le débat que nous aurons, puisque nous estimons que le fait de rester à 40 000 euros fragilise complètement la solidarité au-delà. Nous pensons au contraire que nous souhaitons proposer cette solidarité universelle à 120 000 euros. Et au-delà, comme vous avez des cotisations qui sont supérieures, la capacité que vous aurez de mettre en place un étage supplémentaire pour que celles et ceux, les 350 000 personnes qui sont au-dessus, et donc beaucoup de libéraux, des médecins, des notaires, des professions qui ont la chance d'avoir des revenus supérieurs à 120 000 euros, la capacité de façon totalement indépendante et sans que nous y regardions, de mettre en place un étage supplémentaire pour répondre à la demande de cette jeune médecin de dire qu'au-delà de la retraite universelle qui vous garantira un niveau de retraite identique pour tous, à cotisation identique, vous puissiez augmenter le niveau de retraite par des régimes supplémentaires. Vous n'avez pas précisé le taux de cotisation entre 1 et 3 passes. Alors, vous êtes nous sommes à 28,12 et à 10 ou 11, mais quelque chose comme ça, on n'est pas très loin de 12 de vos propositions. Ce qui est important, par contre, et j'ai une question à poser. D'accord, c'est que vous avez aussi un système de protection sociale et de solidarité dans lequel nous estimons que ça, c'est à l'initiative et à la fierté de la profession et que ça doit rester au niveau de la profession. Yves Decalf, si j'ai bien suivi le raisonnement de Jean-Paul Delevoye, avec la retraite universelle, elle couvrira en termes de cotisation moins de cotisations que ce que nous avons actuellement. Donc ça veut dire que nous aurons une retraite universelle qui sera d'un niveau largement inférieur à celle à laquelle nous pouvons prétendre s'il n'y a que la retraite universelle. Que pensez-vous de cette partie qu'il y a entre nos cotisations actuelles et ce qui sera couvert par la retraite universelle? Est-ce que collectivement la profession ne doit pas s'en saisir et comment? Oui, c'est ce que rappelait d'ailleurs la consoeur, qui était inquiète pour sa pension. Elle a quand même compris que, avec un régime universel, les cotisations vont baisser, parce qu'on est à 36% jusqu'à un pass, 28%, on ne va pas rentrer dans le technique, et les prestations, mécaniquement, vont baisser. Bien sûr. Donc, on a un différentiel par rapport actuellement qu'on ne récupérera pas au bout d'une transition courte. Il faudra des siècles, quasiment. Mais au bout d'une transition courte de 10 ans, 15 ans, comme vous le supposez, on a un problème de bilan cotisation-prestation. Et je suis étonné. Et alors, comment garantir ce niveau de retraite avec des cotisations potentiellement moindres? C'est pas possible. Donc, c'est ce qui nous... C'est là le régime supplémentaire. C'est ça qui est intéressant. Nous avons eu le même débat ce matin avec les entreprises qui recrutent des collaborateurs. Si vous voulez, votre problématique à vous, tant mieux pour vous, c'est la problématique de celles et ceux qui gagnent plus de 120 000 euros par an. Et c'est pas tous les médecins. Non, mais la question que vous posez... Je vous rassure, hélas. Non, c'est pas la question que tu poses. La question, c'est par rapport au taux de cotisation, même sur un pass. Même sur un pass, vous avez moins de cotisation. Et donc, il y a intérêt pour vous et opportunité de regarder comment mettre en place un régime supplémentaire qui permette, à niveau de cotisation équivalent, peut-être d'optimiser les compléments du régime universel. Ça peut être un régime par répartition ou par capitalisation. Alors ça, nous sommes totalement... Nous n'intervenons pas, nous laissons ça à la liberté. Et donc, si c'est un régime par capitalisation,
ça ne nous pose aucun problème. C'est la responsabilité des différents acteurs de réfléchir, soit en tant qu'employeur, à la contractualisation et à la discussion sociale avec les futurs salariés, c'est vrai pour les entreprises qui recrutent des collaborateurs de très haut niveau, et quant aux professions, à elles de pouvoir estimer ce qui est le plus intéressant pour leur mandant, ce qui est le plus optimal pour pouvoir justement répondre à la question très légitime que portait le médecin, comment à partir d'une base qui m'est garantie, et avec la solidité de la garantie de l'État, quelle que soit l'évolution des statuts, quel est le système que la profession elle-même s'approprie pour pouvoir offrir un régime supplémentaire permettant d'optimiser la retraite. Oui, donc vous n'éliminez pas la possibilité de faire un régime supplémentaire à partir du 1er euro. Alors, à partir du moment... C'est ça le problème. Mais absolument. Mais nous estimons qu'à partir du moment où il y a un régime universel qui embarque la totalité des revenus dans le régime universel, il appartient à la profession. Si elle organise des compléments c'est son problème. Enfin, je veux dire que nous n'avons pas, nous, à intervenir. Y compris... Attendez, nous intervenons. Tout revenu doit être appuyé sur une cotisation à 28,12 pour entrer dans le régime universel. Qu'ensuite, chaque personne, comme cette médecin le disent, qu'à titre personnel, elle puisse financer un plan d'épargne, puisse financer des outils d'épargne qui puissent lui permettre de complémenter. C'est un choix personnel, c'est un choix de complément, c'est un choix de supplément. Est-ce que cela pourrait être un choix collectif et obligatoire ? Par profession. Non, sauf... Non. Nous ne rendrons rien obligatoire ni collectif, parce que c'est la liberté totale que nous souhaitons laisser à... Après, c'est à chacun. Autrement dit, c'est intéressant ce que vous dites, parce que clairement, ça veut dire que, au terme de la mise en place de la retraite universelle, les médecins auront, s'ils ne prennent pas un complément de retraite, une cotisation sur la retraite universelle qui sera un petit peu inférieure dès le début de leur revenu, y compris entre 0 et 1 pass, entre 0 et 40 000 euros, ils auront un taux de cotisation inférieur, mais ils auront forcément une retraite qui sera versée, qui sera nettement inférieure que la retraite actuelle, puisque nous avons un taux de cotisation retraite qui est plus élevé que ce que vous prévoyez dans la retraite universelle. D'où l'intérêt de voir sur cette différence, qu'est-ce que j'en fais ? Certains auraient ça, je comprends bien. La problématique... Voilà. Et donc la problématique, c'est que ça donne au contraire une solidité plus grande par le régime universel et une liberté plus forte de choisir les suppléments que je veux bien vouloir m'accorder pour pouvoir, ce que disait la médecin, avoir une retraite correspondant le plus près possible de mes revenus. On reviendra sur ce point des discussions techniques, mais ça pose quand même un problème. Oui, non, mais on peut en débattre, y compris d'ailleurs sur le cumul emploi-retraite qu'évoquait cette médecin. Alors, deux questions qui me semblent importantes. Comment la retraite va évoluer en termes de valeur ? Autrement dit, comment le point va évoluer au fil du temps ? Alors, la réforme, c'est extrêmement important votre question, puisque on parle souvent de la valeur du point, on ne parle pas de l'indexation du point. Or, la réforme Balladur avait instauré le fait que la valeur du point, ce qu'on appelle les salaires portés au compte, c'est-à-dire vous avez 25 ans, vous acquérez des points, vous les mettez dans votre capital, comment évolue votre capital sur les 40 ans qui viennent ? Bon. La réforme Balladur a mis cela sur l'inflation. Résultat, au bout de 40 ans, vous décapitalisez à peu près 35 à 40% de vos droits. Personne n'en parle parce que c'est une réforme indolore, mais qui a amené 50% des 60 milliards d'économies que cette réforme a engendré. Nous partons d'un principe que si les points sont acquis sur le revenu, ils doivent évoluer selon les revenus. Et l'on voit bien que c'est une évolution, une indexation qui garantit la capitalisation des droits. La seconde, c'est quand vous liquidez votre retraite. Autrement dit, l'indexation se ferait sur les salaires. Absolument. Ou le revenu. Les salaires. Le revenu, les salaires, voilà. Ensuite, quand vous liquidez... Et vous prétendez qu'en indexant sur les salaires, l'évolution dans le temps sera plus favorable aux retraités ? Non, sera plus favorable aux actifs dans la préservation de leurs droits. Oui. Non, mais c'est important. C'est-à-dire que si ce que vous faites dans le régime actuel, vous acquérez des points à 25 ans, à 65 ans, ces points ont perdu 35 à 40% de leur valeur. D'accord. Si vous acquérez des points à 25 ans qui évoluent selon les salaires, à 65 ans, vous n'aurez pas décapitalisé. Et donc, vous garderez la totalité de vos droits. C'est tout à fait important pour des gens qui ont des carrières différentes, qui ont des carrières, etc. Ensuite, une fois que vous avez liquidé vos droits, ça devient des euros.
Comment évolue votre pension? Et là, il y a 2 thèses sur lesquelles nous réfléchissons. Une thèse qui est une demande très forte de garantie de l'inflation. Et donc, à minima, ça doit évoluer sur l'inflation. Mais nous estimons que si la retraite est un pacte de solidarité intragénérationnel entre ceux qui travaillent et les retraités, c'est-à-dire que si le pays va mal, les retraites iront mal, et si les actifs ne payent pas une retraite décente, ce n'est pas non plus très bon. Et comment faire en sorte que les retraités puissent bénéficier de la croissance? Et là, il y a un système qui, dans Agir Carco, le permet. C'est une référence à un salaire moyen brut par tête, diminué de 1,3%, ce qui fait que si la croissance est supérieure à 1,3, l'évolution des retraites bénéficie de cette croissance. Et donc, ça renforce le pacte générationnel d'un partage de croissance auquel les uns et les autres auraient contribué, puisque l'on voit bien qu'il y a beaucoup de médecins retraités qui, aujourd'hui, s'investissent dans la pratique médicale. Une question fondamentale pour les médecins. À quel âge le médecin libéral, avec la retraite universelle, pourra-t-il prendre sa retraite à taux plein? Autrement dit, aujourd'hui, on voit bien qu'on est à 65 ans et même un petit peu plus, au fur et à mesure des générations. On va bientôt arriver à 67 ans. Nous allons vraiment blanchir sous le harnais. Votre question est fondamentale. Pourquoi? Et la jeune médecin l'évoquait. Je parle sous votre contrôle, vous l'évoquez, vous partez à peu près à 65 ans. Et la jeune médecin disait, nous sommes par définition, en tant que médecin et en plus en tant que spécialiste, vous rentrez sur le monde du travail à 25, 27, 28, 30 ans. 30. Bon. Si on ajoute la durée de 43 ans de cotisation, vous annulez la décote à 73 ans. C'est absolument invraisemblable. Je vous rappelle quand même que nous cotisons lorsque nous sommes internes dans les hôpitaux et que ça ouvre des droits à retraite. Actuellement. Voilà. Non, mais ça veut dire que votre démarrage de cotisation, c'est 23, 24, 25 ans. 25. Globalement. Donc 25 plus 42, ça vous fait 67 ans. C'est l'âge moyen de départ aujourd'hui. Un peu moins de 66. Un peu moins de 66. Donc, vous voyez, donc, la proposition que nous faisons dans le régime universel, c'est que le système à points fait disparaître toute notion à la durée. Nous mettons un âge plancher à 62 ans pour éviter que les gens prennent des retraites trop rapidement, trop basses et financées par la solidarité nationale. À partir de 62 ans, on laisse la liberté totale. Et donc la référence à la durée à taux plein disparaît. C'est un montant de points qui vous donne un capital, un niveau de retraite, et nous sommes même en train d'imaginer ce qu'on ne pourrait pas dire, Monsieur Ortiz, si vous voulez 65% de vos revenus à la retraite, eh bien vous pourrez les atteindre à 67 ans. Si vous en voulez 55%, vous pourriez partir à 64 ans. Donc c'est un contrat qui permettra de choisir en fonction de son niveau de remplacement. Question très importante aujourd'hui, le cumul emploi-retraite. Aujourd'hui, vous avez des médecins qui liquident leur retraite à 65 ans, mais qui continuent à avoir une activité de médecins libéraux. Or, ces médecins cotisent obligatoirement sur leur activité libérale au-delà de 65 ans, sans acquérir aucun droit, ce qui nous semble foncièrement anormal. Avec la retraite universelle, comment ce jeu de cumul emploi-retraite va se mettre en place? Comment ça va impacter sur les médecins libéraux qui voudraient, par exemple, prendre leur retraite à 65 ans tout en maintenant au-delà une petite activité de médecins libéraux, ou salariés d'ailleurs? Alors, M. Ortiz, d'abord, le régime universel, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Et la question que vous posez, je vous livre même ma position personnelle, que je mets en débat, mais qui n'est pas actuellement tranchée. J'estime qu'effectivement, nous devons réfléchir au travail des seniors, au vieillissement actif, au fait que l'expérience est une richesse pour un pays, et que je ne crois pas que le travail d'un senior prenne le travail d'un junior, je crois exactement le contraire. Deuxièmement, je crois que tout travail doit permettre d'acquérir des droits. Et le fait d'avoir, au moment où j'ai liquidé ma retraite, la volonté de continuer une activité, je suis favorable, à titre personnel, à ce que nous puissions continuer à acquérir des droits. C'est vrai pour la personne qui part à 62 ans, fatiguée, qui a une petite retraite et qui veut continuer à travailler, à l'augmenter. Aujourd'hui, elle travaille au black parce que elle travaille sans acquérir de droits. C'est vrai pour certaines entreprises qui ont besoin de compétences logiciels, etc. Mais des médecins, le monde de la santé a besoin de faire travailler des médecins retraités aujourd'hui pour maintenir des présences médicales dans certains endroits. Et à titre personnel, mais ce n'est pas arbitraire, c'est en cours de discussion, je suis à titre personnel favorable à ce que le travail des retraités puisse permettre de continuer d'acquérir des droits.
Nous sommes d'accord avec cette position, vous l'avez bien compris. Vous ne pouvez pas influencer pour que ça se mette en place tout de suite avant qu'on attende 10 ou 15 ou 20 ans la mise en place de la retraite universelle. Parce que c'est maintenant qu'on a ce problème démographique. Oui, mais vous savez, ce qui est important, c'est la vision, l'objectif. Et je vois bien que tout ce qui paraît très négatif, on souhaite que ça soit appliqué le plus tard possible, et tout ce qui apparaît positif, le plus tôt possible. Nous sommes là pour ça, monsieur Delevoye. Pardon ? Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça, et c'est tout à fait intéressant. Mais vous savez que c'est d'ailleurs tout l'intérêt des discussions, des combats que vous menez et des propositions que vous faites. Nous voyons bien qu'il y a des mesures qu'on va pouvoir peut-être mettre en place tout de suite. C'est celle d'un minimum contributif qui est important pour les agriculteurs, les artisans, les commerçants, à 1 000 € par mois. C'est ce qui a été dit chez le président. Et l'on voit bien que dans cette espèce de proposition que nous pourrions formuler dans le projet de loi, ça fait partie éventuellement des débats. C'est clair que la vocation, c'est d'embarquer la totalité du système universel dans les 5 ans qui viennent. Et je vois bien qu'il y aura des personnalités comme vous qui estimeront que certaines mesures qui sont positives dans le régime universel méritaient peut-être d'être appliquées plus vite. Ça fait partie des débats parlementaires, ça fait partie des discussions que nous pourrons avoir. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques mots de conclusion, Yves de Calve, sur ce que nous a dit Jean-Paul Delevoye? Je pense qu'il a apporté un certain nombre d'éléments de réponse, mais aussi les inquiétudes qui persistent pour les médecins libéraux. Moi, je crois qu'il y a des éléments positifs dans l'ensemble de la réforme, mais qu'il y a des éléments négatifs, tout au moins des éléments inconnus. On en a cité des exemples. C'est le problème des cotisations pension. On n'a pas de simulation. Actuellement, les gens, le médecin, il veut savoir combien il cotise et combien il va toucher. C'est logique. On sait combien on va cotiser, 28 et 11 à 12 après, mais on ne sait pas officiellement combien on va toucher en pension. Et c'est là, ce que soulignait Jean-Paul Ortiz, c'est là qu'il y a un creux. Parce que les gens vont cotiser moins et vont se retrouver à 65 ans avec une pension moindre. Mais comme on a le même taux de rendement que le vôtre... oui, mais les cotisations sont moindres. Alors, comme les cotisations sont moindres, on revient sur l'intérêt du régime supplémentaire. Voilà, c'est ce que... il nous faut le bâtir. Voilà. Nous, on reste quand même très favorable à avoir donc un étage ASV qui est très particulier, parce que c'est l'historique, c'est... Pourquoi l'inclure dans la retraite universelle? Pourquoi ne pas le laisser en dehors de la retraite universelle? C'est une contractualisation. Non, mais attendez. C'est conventionnel. C'est conventionnel. Donc, en réalité, nous, elle est en dehors et on l'intègre. C'est-à-dire que nous n'interviendrons jamais dans les négociations que vous aurez avec la Caisse et cette ASV, parce que ça fait partie de votre contractualisation, puisque l'ASV, si j'ai bien compris son principe, ça a été en contrepartie d'un maintien du secteur 1 et d'une maîtrise des honoraires, la Caisse prenait en charge, etc. Donc je trouve que cet argument, ce deal, cet équilibre est très balancé, très juste, très pertinent. Et donc nous, simplement, nous constatons cela et nous embarquons dans le régime. Si demain vous avez des termes d'une contractualisation différente, suite à vos discussions, nous intégrerons cela sans difficulté. Excusez-moi, je suis revenu sur l'ASV, mais c'est tellement important pour nous. Mais c'est évident, c'est évident. Yves de Calve, continuez votre conclusion. On vous a coupé le fil sur la retraite Le gros universelle. problème pour nous, c'est effectivement d'avoir un niveau de pension suffisant. C'est le gros problème des médecins. Absolument. Parce qu'actuellement, le taux de remplacement est très faible. Notre consoeur parlait de 50%. Non, on est en dessous de 40%. Et si on ne garde que le régime universel, les gens... On est d'accord. Et c'est un vrai problème pour nous. On est d'accord. Donc, quelle que soit la solution, normalement, on devrait avoir la possibilité de faire un régime obligatoire à un certain niveau en maintenant un régime complémentaire ou autre. Yves de Calve, vous dites qu'actuellement, notre taux de remplacement à la retraite est autour de 40%. Avec la retraite universelle, on sera autour de quoi, 30%? Ah oui, on sera moins, beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est très, très préoccupant. Non, attendez. Alors, c'est qu'à cotisation identique, vous aurez le même rendement. Oui. Non, mais ça, j'entends bien. Que les choses soient claires. Donc, aujourd'hui, pour un certain nombre de médecins, à la limite, certains pourraient être ravis de cotiser moins. Oui. Mais il faut les avertir, et c'est tout l'intérêt et l'intelligence de vos visions, en disant, si vous cotisiez moins, votre retraite sera moindre. Et c'est toute la réflexion avec laquelle on peut réfléchir, y compris sur les aspects de la fiscalité, etc.,
quelles sont les propositions que, en termes de profession, vous pourriez fournir pour que, comme dit la jeune médecin, quels sont les moyens qui me permettraient de pouvoir augmenter mon niveau de pension et augmenter mon taux de remplacement. Je crois que c'est un très beau contrat de solidarité professionnelle, de même que nous ne voulons pas, et nous saluons tous les efforts que vous faites en protection sociale et en solidarité. Certaines catégories professionnelles, je pense aux pharmaciens par exemple, ils ont un régime complémentaire de la profession qui se fait par capitalisation. Est-ce qu'on pourrait imaginer un système comme ça pour les médecins ? Alors nous n'intervenons pas dans cet aspect supplément, nous n'intervenons pas dans l'aspect obligatoire, puisque nous laissons la liberté totale, mais ça fait partie des réflexions que nous pourrions mener ensemble pour voir très clairement. Mais peut-être que ça permettrait d'utiliser une partie de nos réserves sur lesquelles d'autres regardent avec gourmandise. Je pense que vos réserves, nous les regarderons avec respect et non pas avec gourmandise. Et de faire en sorte que ces réserves étant assises face à des droits du passé, nous offrons la garantie de la totalité de la nation pour garantir ces droits. Donc vous réaffirmez qu'elles seront bien affectées aux médecins, les réserves ? Elles seront affirmées à un fonds périmétré, qui permettra, sous le regard des libéraux, qui rentreront dans la gouvernance du système, de participer, pour certaines caisses libérales, à accompagner l'augmentation des cotisations que vous évoquiez, parce que vous êtes dans la situation d'avoir des cotisations supérieures, mais il y a des libéraux qui ont des cotisations inférieures. D'autres permettant d'ailleurs, pour certains régimes, d'avoir trop de réserves, et donc de pouvoir être réaffectés à d'autres positions. Pour d'autres, je pense à un régime en particulier, de pouvoir accompagner des politiques de protection sociale et de solidarité. Donc tout ça, c'est des sujets qui peuvent être discutés, débattus, mais en aucun cas, l'État qui équilibre ces régimes de retraite et dans lequel je souhaite que le régime universel permette de pouvoir très clairement clarifier la contribution de l'État au niveau d'un employeur privé. Aujourd'hui, l'État vous dit qu'il cotise à 70%. En réalité, il doit cotiser à 28,12% comme les employeurs du privé ou les libéraux, et les 40% de plus qui servent à financer la compensation démographique, les départs anticipés, etc., doivent être très clairement fléchés dans un fonds de solidarité vieillesse et permettre à chaque ministre de pouvoir avoir une masse salariale qui permette d'identifier et de comparer. Ce qui veut dire que, en tant que médecin, vous êtes libéral, vous travaillez à l'hôpital, vous travaillez en prison, vous additionnez des points, vous n'avez plus besoin d'additionner des caisses. Bien, merci pour ce dialogue franc. Et encore, merci d'avoir participé à notre émission. Cette émission est maintenant terminée. Merci Jean-Paul Delevoye et Yves Decalf d'avoir été aussi francs dans ce débat. Merci à vous, internautes, pour votre fidélité. Vous pouvez revoir Univers Médecin en replay sur les sites de la CSMF et de Fréquence Médicale. Vous avez aussi la possibilité de réagir sur les réseaux sociaux, #Univers Médecin. À bientôt et rendez-vous en septembre pour une nouvelle émission d'Univers Médecin. Merci.